Votre réaction, Aurélien Taché, lorsque vous entendez ces critiques, des critiques parfois très vives sur la politique du gouvernement par rapport à l'accueil des migrants? Non, mais moi, d'abord, c'est toujours très utile d'avoir des voix comme Monsieur Leclésio ou d'autres qui rappellent finalement des choses assez élémentaires sur le devoir de première humanité, mais qui doivent être au cœur de ce qui constitue la mise en œuvre du droit d'asile. Donc là-dessus, moi, je le comprends parfaitement. Après, c'est vrai qu'une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a rappelé le fait qu'il fallait absolument être intraitable sur le fait et de mettre en œuvre le droit d'asile, il y a comment on peut y parvenir. Et on a aujourd'hui malheureusement des règlements européens qui sont ce qu'ils sont, et on a vraiment du mal sur la scène européenne à faire émerger une solution qui permettrait de répartir ces réfugiés qui arrivent en Europe. Et pourtant, moi, je crois que c'est vraiment quelque chose qui est indispensable si on veut arriver à convaincre l'opinion européenne que effectivement on peut faire face à cet accueil, que ça peut même être une chance et une force si on l'accompagne correctement. Mais tant qu'on sera sur des égoïsmes nationaux, on aura le risque d'avoir ce qui s'est produit en Italie aux dernières élections. Et puis après, sur ce qu'on a mis nous en Pourquoi? place. Qu'est-ce qui s'est passé en Italie selon vous, Moi, Aurélien moi, je Taché? suis convaincu que l'arrivée au pouvoir de partis comme le Mouvement 5 étoiles ou la Ligue du Nord, et avec des alliances qui sont quand même en plus pour le moins hétéroclites, est liée au fait que le règlement Dublin aujourd'hui prévoit que les demandeurs d'asile doivent de faire leur demande dans le pays de premier accueil. Donc ça, c'est souvent l'Italie ou la Grèce, et que donc ils se sont retrouvés à devoir accueillir un nombre de réfugiés beaucoup trop important par rapport à ce que l'Italie seule aurait pu faire. Et donc forcément, les gens sur place ne peuvent réagir autrement que par une espèce de ras-le-bol, et que par un phénomène de rejet qui est extrêmement préjudiciable. Alors que si on avait réussi à répartir ces réfugiés dans toute l'Europe, je pense qu'on n'en serait pas là. Et donc la solution n'est pas évidemment d'avoir des politiques plus dures par essence, de revenir sur le droit d'asile. La solution est de mettre en place une véritable politique européenne. Donc Bon, bah alors, soit, puisque effectivement, hier, nous étions en Italie en direct de Rome pour la formation du nouveau gouvernement. On a oui. entendu ce discours, mais on se dit dans ce cas, Aurélien Taché, que la France, dans ces conditions, si elle avait été responsable, aurait accueilli plus de migrants. Il est encore temps de le faire. On peut considérer aujourd'hui que la France n'a pas pris suffisamment sa part de la misère du monde. Mais moi, je suis le premier à dire que de toute façon, tant qu'on est sur la question du droit d'asile, ça ne se quantifie pas, ça ne se régule pas. La politique migratoire, si vous voulez, vous pouvez dire à un moment, voilà, pour des Ça gens. ne se régule pas, c'est-à-dire que... Pour moi, on ne met pas d'objectifs, de chiffres. Toutes les personnes qui viennent demander l'asile en France doivent pouvoir y prétendre. C'est un droit Sauf fondamental. qu'il y a la géographie. Et Il cette y a la géographie, et il y a surtout ces règlements européens qui font qu'aujourd'hui, la compétence du pays qui doit traiter la demande d'asile est liée à ce pays de premier accueil. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut revoir. Après, la France ne peut pas le revoir toute seule. Parce que si la France dit demain, je suis la seule à ne plus appliquer les règlements Dublin, on voit bien qu'elle va se retrouver dans la situation de l'Italie après-demain. Donc, c'est pas possible non plus. Ce qu'il faut, c'est arriver à dépasser ces règlements, mettre en place un droit d'asile européen, un OFPRA européen, une agence de l'asile qui traiterait les dossiers et qui répartirait les réfugiés dans les différents pays. Mais alors déjà, le droit d'asile, c'est quelque chose de compliqué à comprendre parce que je lisais ce matin dans la presse le cas, par exemple, d'un ancien soldat de l'armée syrienne. Le droit d'asile lui a été refusé au motif qu'il n'a pas déserté suffisamment tôt, tandis que celui-ci était accordé à sa femme et à ses enfants. Et alors, je suis Vous incapable pointez de quelque chose juger de... sur le fond de ce cas-là, mais on voit bien qu'il y a toute une série de cas qui sont des cas litigieux où le droit d'asile est refusé alors que les questions des préoccupations humanitaires pourraient tendre à l'accorder, Aurélien Taché. On est d'accord, mais pour le coup, il faut revenir à ce qu'est le droit d'asile, c'est-à-dire le fait d'être menacé ou persécuté dans son pays. Et si vous Ce qui avez... est le cas d'un déserteur de l'armée syrienne. Oui, mais vous avez raison de pointer la complexité de ce cas. Et souvent, on se dit, voilà, des gens qui fuient la Syrie, l'Afghanistan sont tous par définition des gens... Non, pas forcément. Nous, on a eu des cas, c'est des dossiers que j'ai suivis sur le plan professionnel avant d'être élu, où on se retrouvait quand même avec des personnes originaires de Syrie ou d'Irak qui nous disaient avoir croisé ceux qui les avaient persécutés dans leur pays, dans les rues de Paris ou de Berlin. Donc c'est quand même quelque chose aussi qu'il faut prendre en compte. L'asile, c'est effectivement un peu complexe. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut accueillir ceux qui ont bien été les victimes et pas les bourreaux, mais les bourreaux d'hier peuvent devenir les victimes de demain. Donc vous venez de pointer des choses qui sont effectivement au cœur de la préoccupation du droit d'asile et qu'il faut pouvoir approfondir un tout petit peu plus que de simplement dire c'est une migration humanitaire.
tous ceux qui se présentent à nos portes sont forcément des gens qui relèvent du droit d'asile. Non, c'est plus compliqué que ça. J'entends les contradictions que vous pointez, mais par exemple pour les Érythréens, un Érythréen qui n'aurait pas le droit à l'asile, un Érythréen dont on considérerait qu'il peut rentrer dans son pays, c'est un peu une situation qui fait fi des réalités de ce qu'est l'Érythrée aujourd'hui, par exemple. Alors sur le cas de l'Érythrée, là c'est vraiment un peu différent parce qu'on a une dictature qui fait que tous les jeunes hommes en âge d'aller à l'armée sont réquisitionnés pour une espèce de service militaire permanent. Enfin, c'est quelque chose d'assez terrible. Donc là, je pense qu'on a pour le coup un pays dont effectivement, quand les personnes proviennent d'Érythrée, en général, elles sont à 90% éligibles à l'asile. Et de toute façon, c'est une autre contradiction que vous pointez aussi. C'est quelqu'un qui n'aurait pas l'asile, mais qui viendrait d'un pays comme l'Érythrée ou l'Afghanistan. Il est très très dur de le raccompagner, de l'éloigner, de l'expulser vers ce pays, puisqu'effectivement, il y a quand même un risque pour sa vie. Donc, on voit bien qu'il y a des zones grises, qu'on n'arrivera jamais à avoir une réponse totalement binaire là-dessus. C'est comme ça, il faut l'accepter. C'est une réalité. La réalité migratoire est complexe. Il y a des gens qui relèvent du droit d'asile. Il faut absolument qu'ils puissent l'avoir le plus vite possible dans de bonnes conditions et que les pays européens se mettent autour de la table pour réussir à répartir l'accueil de ces populations. Il y a des gens qui n'en relèvent pas, mais qu'il sera difficile d'éloigner. Donc, il faut bien se poser la question de leur statut et de comment on avance avec elles, ou alors de travailler sur des solutions de retour volontaire. En Afghanistan, ça fonctionne. On a permis à 8000 personnes l'année dernière de repartir en Afghanistan de manière volontaire, avec une aide financière, avec un accompagnement pour se reconstruire dans le pays d'origine. On voit bien que voilà, il va falloir inventer une mosaïque de solutions, puisqu'on est dans un monde ouvert, on est dans un monde où la migration ne s'arrêtera pas, et la responsabilité du politique, à mon avis, c'est de le dire et d'accompagner ces différentes solutions. Et puis, donc, il y a la question des migrants, du droit d'asile, il y a les migrants économiques, parce qu'ils existent aussi, et là aussi, on voit des mesures dilatoires. Alors, toujours parmi les cas que j'ai pu découvrir dans les médias, par exemple, pour obtenir aujourd'hui une carte de séjour, lorsqu'on est aujourd'hui en possession de la totalité des documents et des règles qui permettent d'obtenir cette carte de séjour, pour un rendez-vous à la préfecture, il faut attendre 14 mois durant lesquels vous êtes dans l'illégalité, puisque vous n'avez pas de carte de séjour, donc du coup, vous ne pouvez pas prendre un bail, vous n'avez pas de carnet de chèques, enfin bref, votre vie est quand même extrêmement compliquée. Est-ce que ça n'est pas une hypocrisie? Alors, elle n'est pas liée à ce gouvernement-là, elle était probablement antérieure, mais est-ce que ça n'est pas quand même quelque chose qui met sous le tapis la question donc de l'immigration? Bien sûr que si, et en plus ça crée des tensions et des crispations dont on devrait se passer. Les personnes qui arrivent, le fait de passer autant de temps dans les files d'attente à la préfecture, je suis pas sûr que c'est le meilleur moyen de leur faire aimer la France, et qu'il y aurait certainement autre chose à faire dans ces premiers mois pour qu'elles puissent trouver leur place dans notre pays. Moi je suis élu de Cergy dans le Val d'Oise. Les files d'attente qui sont celles qu'on a à la préfecture tous les matins en raison du temps pour traiter ces dossiers et de la manière dont est construit notre droit au séjour, ça inquiète nos concitoyens. Forcément, mettez-vous à la place d'un riverain et se dites, mais pourquoi? D'abord, on a l'impression qu'il y a énormément d'étrangers, alors qu'en fait, c'est souvent les mêmes qui reviennent parce qu'il faut faire un nombre de rendez-vous incalculable, parce qu'on vous redemande une pièce ou une autre, vous savez, pour un titre de séjour, pour obtenir un titre de séjour, c'est en moyenne 4 rendez-vous à la préfecture. Moi, je l'ai pointé dans mon rapport, dans le rapport que j'ai remis. Il faut vraiment qu'on arrête avec ça. Donc, il faut généraliser des titres pluriannuels, d'abord. Arrêter de faire revenir les gens tous les ans, parce que ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, n'est pas utile. Et on a commencé à s'engager dans cette voie. Il faut poursuivre. Il faut numériser beaucoup plus. Est-ce que les étrangers sont les seuls à devoir, finalement, revenir 4 ou 5 fois de manière physique en préfecture? Ça voudrait dire quoi? Qu'il faudrait plus les contrôler que les autres? Voilà. Donc, il y a tout un tas de solutions comme ça sur lesquelles on pourrait avancer pour gagner du temps et ne plus avoir ces 14 mois, comme vous l'évoquez, qui sont préjudiciables à tous. Mais alors, quand vous dites ça à Gérard Collomb, puisque vous appartenez au même parti aujourd'hui, Aurélien Taché, qu'est-ce qu'il vous répond? Quelle est sa réaction? Non, il y a un vrai chantier qui va être engagé. Vous savez, aujourd'hui, dans les préfectures, il n'y a plus que le droit des étrangers qui n'est pas été numérisé. Tous les autres services, si vous allez faire votre carte grise, vous verrez, vous n'avez pas besoin de vous déplacer en préfecture. Pour beaucoup d'autres sujets, c'est vrai. Sur les cartes grises, actuellement, il y a beaucoup de problèmes, Aurélien Taché. Bon, je pense que c'est pas le bon exemple. C'était peut-être pas le bon exemple. Enfin, vous voyez, la plupart des pièces aujourd'hui sont traitées de manière dématérialisée. Il faut que le ministère de l'Intérieur engage un chantier là sur les 3 ans à venir. Ça a été annoncé par le ministre pour avancer sur cette dématérialisation aussi pour les titres de séjour. Donc c'est quelque chose qui va être pris en compte. Et puis sur les titres pluriannuels, on commence vraiment. C'était une loi qui a été votée en 2015, donc ça commence à s'appliquer réellement à partir de maintenant. Et donc on va avancer vers cela, mais il faudra aller encore plus loin. C'est très clair pour éviter ces temps très longs. Et sur l'asile, c'est la même chose. Ce qui est le plus long aujourd'hui, c'est l'enregistrement de la demande
demande. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut progresser pour que les gens aient accès à leurs droits élémentaires. Parce que tant qu'ils ne sont pas enregistrés, effectivement, ils ne peuvent même pas prétendre à des soins, ils ne peuvent même pas prétendre à un hébergement d'urgence. Et c'est quelque chose de très important. Mais quand on vous entend, on a l'impression que vous n'appartenez pas, encore une fois, à la même majorité que Gérard Collomb. Je vous ai dit que le ministre de l'Intérieur venait d'engager ce chantier. Sur ce point-là, bien entendu. Oui. Mais plus généralement, votre tonalité est une tonalité beaucoup plus ouverte à la question de l'asile et à la question de l'immigration que celle de la majorité. Le projet de loi qui a été proposé par votre majorité, qui a été largement débattu, critiqué, est un projet de loi qui était beaucoup plus hostile et beaucoup plus dur à l'encontre des migrants, avec par exemple toute une série de choses qui ont choqué. Je n'en prends qu'une, le fait de pouvoir maintenir en détention des enfants avec leurs parents. Ça, c'est quelque chose qui a choqué. Oui, alors sur ce point quand même, il faudrait rétablir la vérité. C'est pas le projet de loi qui permet de mettre des mineurs en rétention. C'est quelque chose qui existe, qui a toujours existé. Le projet de loi ne l'a pas interdit en tant que tel, parce qu'il peut y avoir des cas vraiment extrêmement limités. Moi, je pense effectivement que la rétention est le plus dur des régimes et que des enfants, leur place n'est pas dans des centres de rétention. Mais quand vous avez juste la veille du départ, le veille d'un éloignement, à avoir un passage par ces centres, on peut comprendre que du point de vue du ministère de l'Intérieur, il y a comme ça des cas très précis où c'est très difficile de faire autrement. Néanmoins, je pense, et le ministre l'a dit aussi, que ces cas-là doivent être vraiment le plus limité possible et que la place, encore une fois, d'un enfant n'est pas dans un centre de rétention. Mais cette loi, elle vise à quoi ? Elle vise finalement à avoir des délais de procédure d'asile plus courts. On vient de dire à quel point, finalement, tant que les gens étaient dans cette espèce de zone d'attente, vous avez pointé 14 mois, ils ne pouvaient rien faire, ils n'avaient pas accès à leurs droits, ils étaient dans une situation où finalement, leur vie ne pouvait pas démarrer. Donc c'est très bien comme objectif, et cette loi, pour cela, elle est utile. Après, elle vise aussi à traiter de manière différenciée ceux qui ont obtenu l'asile ou non. Bon, on peut comprendre aussi cet objectif. Si on est vraiment un défenseur du droit d'asile, on ne peut pas dire que celui qui n'a pas eu l'asile doit être traité de la même manière. Et donc, il est logique qu'il y ait des éloignements aussi. Un État ne peut pas gérer sa politique migratoire autrement. Donc voilà quels étaient les objectifs de cette loi. Ça ne répond pas à toutes les questions sur le sujet migratoire, sinon on ne serait pas là pour en parler ce matin. Mais il y avait des éléments de réponse qui étaient importants dans cette loi. Le délit de solidarité, ça aussi, c'est quelque chose qui choque. Le fait qu'on puisse être condamné parce qu'on a porter asile parce qu'on a aidé quelqu'un, un être humain. Oui, et mes collègues ont déposé un amendement, nous avons déposé un amendement au groupe La République En Marche pour faire en sorte qu'effectivement, demain, si vous aidez quelqu'un sur le sol français, vous ne puissiez plus être, sauf si vous demandez une contrepartie en argent ou autre, vous ne puissiez plus être condamné. Ce qui reste, c'est une disposition pour lutter contre les passeurs, pour lutter contre les gens qui font franchir la frontière. Et là aussi, nous avons introduit une exception humanitaire, c'est-à-dire que si vous voyez quelqu'un vraiment en danger de l'autre côté de la frontière, on a tous en tête le cas de cette dame qui, par exemple, en Italie, avait porté secours à de jeunes migrants juste de l'autre côté de la frontière, quelqu'un qui vit dans le sud de la France. Si c'est pour des motifs purement humanitaires et qu'il n'y a pas de logique de faire franchir systématiquement la frontière, on ne doit plus poursuivre systématiquement, qu'est-ce que ça veut dire ? Après, si vous avez quelqu'un qui organise, y compris pour des raisons qui peuvent être autres que financières, mais qui organisent... Pour des raisons humanitaires, parce que ce sont des êtres humains. Oui, mais organiser le passage d'une frontière de manière systématique, on peut aussi comprendre que ça pose question au regard de comment un État, lui, gère aussi, en coopération avec ses voisins, sa politique de ce point de vue-là. Non, ça, je comprends ce que vous dites, mais regardez, hier, il y a par exemple un migrant qui est mort d'épuisement en franchissant la frontière. Cette frontière que vous venez d'évoquer, autrement dit, la frontière entre l'Italie et la France, en passant par un col, en plus haut, en passant par un col. Là, on voit bien que le fait d'aider un être humain, c'est-à-dire de prévenir un accident, une mort, puisqu'il y a eu une mort hier par exemple, c'est quelque chose qui normalement devrait nous frapper et qui pourrait faire consensus. Mais qui nous frappe. Et encore une fois, ce qu'on a introduit dans la loi, le fait de pouvoir, si quelqu'un est en danger, si quelqu'un est vraiment dans un état de dénuement, venir lui porter secours sans tenir compte de cette frontière est extrêmement important. Je suis parfaitement d'accord. Et à chaque fois qu'un drame comme ça arrive, il faut continuer de pouvoir s'en émouvoir. Il faut continuer de pouvoir dire à quel point on voit bien que nos législations ne prennent pas en compte suffisamment tous les cas de figure et que on doit pouvoir toujours avancer vers plus d'humanité. Dernière question, celle qui permettait aux demandeurs d'asile de pouvoir travailler au bout de 6 mois contre 9 mois. Et ça, c'est quelque chose sur lequel vous avez particulièrement travaillé, Aurélien Taché. Tout à fait, c'est une de mes propositions, oui, qui Pourquoi ? était dans mon rapport. Expliquez-nous. Alors, je pense que
un des écueils aujourd'hui de la manière dont fonctionne notre politique d'accueil et d'asile, c'est que les gens sont plongés dans une forme d'oisiveté forcée finalement, qui est préjudiciable à leur intégration ensuite. Les cours de français démarrent très tard. Vous arrivez en France, le temps que vous vous enregistriez, le temps que votre procédure d'asile soit instruite et que vous l'obteniez votre titre, il se passe parfois près de 2 ans avant que vous ayez accès aux cours de français que vous propose la République. L'autorisation de travailler, c'est la même chose. On ne peut pas le faire avant, dans le droit actuel, on ne pouvait pas le faire avant 9 mois. Et cette réponse, vous pouviez demander l'autorisation à partir de 9 mois et ça mettait presque autant de temps à ce qu'on vous réponde pour savoir si oui ou non vous allez pouvoir travailler. C'est quelque chose d'assez terrible. L'intégration, c'est d'abord l'emploi. Les gens qui viennent ici ne viennent pas pour finalement, excusez-moi l'expression, mais demander la charité. Ils viennent pour construire leur vie. Ils fuient finalement des persécutions. Et la première chose qu'ils demandent, c'est je voudrais apprendre le français, je voudrais pouvoir travailler, je voudrais pouvoir être autonome. Donc avec la disposition que nous avons fait voter, au bout de 6 mois, ils pourront demander l'autorisation de travailler. Et si après 2 mois, ils n'ont pas reçu une réponse de l'administration, cette autorisation sera réputée acquise. Donc c'est une vraie avancée pour les demandeurs d'asile qui vont pouvoir travailler beaucoup plus rapidement qu'aujourd'hui. Quelle autre avancée demeure à faire, Aurélien Taché? Qu'est-ce qu'il faut encore faire évoluer dans ce projet de loi? Moi, je pense que ce dont on a besoin aujourd'hui, qui est urgent, c'est d'arriver à avoir un système de premier accueil qui soit encore plus important qu'aujourd'hui. C'est terrible, effectivement, d'avoir 2000 personnes en ce moment dans ce camp dit du millénaire, et il faut qu'on puisse penser En banlieue l'hébergement. parisienne. Oui, en banlieue parisienne, il faut qu'on puisse penser l'hébergement et la prise en charge des personnes de manière encore plus rapide. Le système de premier accueil en France est géré par des associations, c'est compliqué, elles sont débordées, il faut qu'on puisse avancer là-dessus.